Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'animer ce débat aujourd'hui sur l'innovation dans le système éducatif, innover pour apprendre, apprendre pour innover. Sans plus attendre, je vais inviter les intervenants de la table ronde à me rejoindre. D'abord, Georges Haddad, qui est le directeur du département recherche et prospective en éducation à l'UNESCO. Il est également diplômé de l'École normale supérieure, professeur de mathématiques et ancien président de l'Université Paris 1. Je vous demande d'accueillir Georges Haddad. Merci. Je vous demande d'accueillir également Monsieur Roger-François Gauthier, qui est inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, également consultant pour différentes organisations internationales dans le domaine de l'éducation, professeur associé de politique éducative comparée à Paris Descartes
et l'auteur de nombreux livres, articles et conférences sur les politiques d'éducation et en privilégiant une approche internationale, ce qui sera son point d'entrée notamment aujourd'hui. Roger François Gauthier. Et pour terminer, François Tadei. François Tadei est polytechnicien. Il est devenu chercheur en biologie des systèmes à l'INSERM. Il est un spécialiste reconnu de l'évolution et il a été l'auteur d'un rapport pour l'OCDE qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, former des co-constructeurs de savoir collaboratifs et créatifs. François Tadei. Alors vous me permettrez de dire quelques mots de ce débat avant que les intervenants puissent commencer à vous présenter à partir de leur expérience, leur image de l'innovation et de l'apprentissage. On a parfois l'image du système éducatif français comme assez peu innovant. Et je peux vous dire, comme directrice du département de l'innovation au ministère de l'Éducation nationale, que je suis le témoin quotidien de l'innovation dans ce système éducatif. Alors bien sûr, les nouvelles technologies, on parle beaucoup de l'impact des tableaux blancs interactifs et puis de plus en plus de ces dispositifs individuels. Les Anglais parlent de « bring your own device », les tablettes, peut-être même les smartphones dans les classes. Comment est-ce qu'on gère tout ça du point de vue de l'enseignement? Mais ce n'est pas seulement les nouvelles technologies, c'est également, autre exemple, ce que l'on a appelé les classes sans notes. Quand on supprime la notation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une façon, par exemple, de travailler sur le droit à l'erreur pour l'élève? Et cette question du droit à l'erreur sera au cœur de nos débats aujourd'hui. Et puis, il y a des milliers d'actions qui sont conduites par des professeurs individuellement et collectivement pour lutter contre le décrochage scolaire. Alors, je viens de dire collectivement, et vous savez que le thème de cette Cité de la réussite cette année, c'est celui du partage. Et je pense que l'innovation a beaucoup à voir avec le partage, et plus précisément avec la démarche collaborative. Comme vous le savez, ou peut-être comme vous l'avez expérimenté vous-même, c'est toujours difficile d'innover. Innover, c'est prendre un risque, c'est oser, c'est ne pas faire comme d'habitude, c'est se mettre sous la question. Eh bien, pour prendre ce risque, pour se sentir plus à l'aise, il est toujours plus agréable, on se sent toujours plus fort d'être à plusieurs. Et donc cette dimension du partage de l'innovation, de partage du risque, du partage aussi du succès de l'innovation, c'est un thème et c'est très important. Et puis la deuxième façon pour moi de concevoir cette articulation entre l'innovation pédagogique et le partage, c'est autour de cette notion de démarche collaborative et de créativité. On apprend par soi-même, c'est vrai, on apprend aussi par les autres, par ses professeurs, par son père, sa mère, par ses amis, par ses pairs, et puis par bien d'autres également. Et c'est cette démarche collaborative qui donne lieu à une plus grande créativité. Et la démarche collaborative, la créativité, on peut la décliner à deux niveaux. On peut la décliner du côté des professionnels, des enseignants engagés dans des démarches collaboratives, notamment des démarches de réseaux sociaux, et des élèves également engagés dans des démarches collaboratives. Alors, je n'ai brossé là que quelques éléments de cette problématique de innover pour apprendre, apprendre pour innover. J'ai beaucoup de plaisir à accueillir les trois intervenants que j'ai cités et appelés précédemment pour traiter de ces questions-là à partir de leur propre expérience. Alors, je voudrais commencer avec, si vous me permettez, Georges Haddad, autour de cette question. Georges Haddad, vous êtes aujourd'hui en charge d'un nouveau rapport mondial pour l'éducation pour l'UNESCO. Vous m'avez dit que l'innovation devait être au cœur de ce rapport mondial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce travail que vous conduisez actuellement? Bien. Bonjour, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui dans cet amphithéâtre et je tiens juste très rapidement à vous dire qu'il porte le nom d'une collègue, Marie-Claude Houry-Gatelman, qui était ma vice-présidente lorsque je présidais l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui malheureusement est décédée dans des conditions dramatiques et c'est pour cela que nous avons donné son nom à cet amphithéâtre et je tenais à lui rendre hommage. Donc, alors, effectivement, l'innovation, apprendre à innover, innover pour apprendre, c'est le cœur même des activités de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation. Et comme vous le savez, l'UNESCO est l'organisation des Nations Unies en charge de l'éducation, de la science et de la culture. Et sa mission est justement de mettre en valeur, de promouvoir tout ce qui va dans le sens de l'innovation
en éducation afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de tout ce que l'éducation doit apporter. Alors Bénédicte Robert a parlé d'un nouveau rapport mondial sur l'éducation. Ce rapport va s'appuyer sur les 2 précédents rapports mondiaux que je vous conseille de lire ou de relire parce qu'ils sont à la base même des grands défis de l'éducation. Le premier est le rapport Edgar Faure qui a été publié par l'UNESCO en 1972 sous l'autorité du président Edgar Faure et d'un comité d'experts. Et le titre de ce rapport, en 1972, était déjà très évocateur. Le titre était « Apprendre à être ». Apprendre à être. Et là aussi, il est très important de s'appuyer sur les grands défis de l'éducation. Que signifie aujourd'hui être à travers l'éducation, l'apprentissage, et comment l'innovation va permettre d'être mieux et plus créatif, plus productif dans une société mondialisée où justement la dimension individuelle est en train d'en prendre un sacré coup et le collectif lui aussi souffre beaucoup de cet individualisme que nous connaissons à tous les niveaux. Le deuxième rapport, c'est le rapport Jacques Delors en 1996 qui a été là aussi publié par l'UNESCO, commandité et publié par l'UNESCO, autour d'une commission d'experts de très haut niveau, et le titre, c'est « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Un trésor est caché dedans. Donc voilà 2 rapports que nous allons republier et rééditer dans les jours qui viennent, et ces 2 rapports seront à votre disposition. Mais je tiens à dire qu'à la relecture de ces 2 rapports, nous nous apercevons que tout y est déjà. Tout y est déjà. Les fondements essentiels de l'éducation, de l'apprentissage, sont déjà compris dans ces 2 rapports qui s'appuie effectivement sur toute cette sagesse, toute cette expérience que nous avons accumulée en termes de formation, d'éducation et d'apprentissage, et en particulier autour de ces 4 piliers fondamentaux de l'éducation et de l'apprentissage, définis très clairement dans le rapport Delors. Je vais les rappeler. Les 4 piliers fondamentaux de l'éducation sont les suivants. Le premier, il reprend le titre du rapport d'Edgar Faure, « Apprendre à être ». Là aussi, que signifie aujourd'hui, au XXIe siècle, le fait d'apprendre à être et d'être aujourd'hui dans ce monde globalisé et où les choses prennent des formes tout à fait particulières. Le deuxième pilier, c'est apprendre à faire. Que signifie aujourd'hui apprendre à faire? À faire quoi? À travailler, à faire, à être un citoyen productif, un citoyen actif, un citoyen participatif, un citoyen qui partage avec les autres et qui construit, Bénédicte Robert l'a dit, dans un esprit de collectif et de générosité, de partage. Et travailler en équipe aussi, c'est une des façons essentielles de considérer l'apprentissage et l'éducation. Donc apprendre à faire, apprendre à être. Le troisième, c'est apprendre. Alors en français, on a traduit cela par apprendre à apprendre. Mais en anglais, c'est learning to know. C'est-à-dire apprendre à savoir, apprendre à connaître. C'est-à-dire aller vers la connaissance. Aller vers la connaissance, c'est-à-dire agir pour savoir, pour connaître. Et là aussi, on le voit bien à travers tout ce que la technologie nous offre. Nous avons de nouveaux moyens d'apprendre à connaître et à savoir qui sortent du cadre institutionnel, même si le cadre institutionnel reste encore le lieu essentiel pour apprendre, surtout dans les plus jeunes années de la vie. Mais comme nous sommes aujourd'hui confrontés à un apprentissage tout au long de la vie, la formation tout au long de la vie, comment chaque individu, chaque collectivité va se comporter pour cet apprendre à savoir, aller vers ces connaissances qui s'accumulent de manière exponentielle, pour utiliser un terme de mathématicien que je suis, et comment faire en sorte que nos capacités d'apprentissage puissent bénéficier de tout cela au vu de l'accumulation des connaissances. Et enfin, le quatrième pilier qui me paraît être un pilier aussi essentiel aujourd'hui, si on veut rebâtir, reconstruire, repenser un nouvel humanisme autour du savoir, de la connaissance et de l'action solidaire, c'est apprendre à vivre ensemble. Que signifie aujourd'hui apprendre à vivre ensemble dans ce XXIe siècle où justement le vivre ensemble devient quelque chose d'absolument essentiel, fondamental. On parle de diversité culturelle, on parle de dialogue des civilisations, on parle des retours identitaires. Aujourd'hui, ces identités meurtrières qu'Amin Maalouf a si bien écrit et si bien développé dans son livre, les identités meurtrières, ou le dérèglement du monde, là, aujourd'hui, et comment, justement, l'éducation tout au long de la vie, va nous
permettre d'apprendre à vivre ensemble, c'est-à-dire de connaître l'autre, de se connaître soi-même et d'échanger, de partager dans le respect, dans la solidarité. Donc voilà un peu les grands défis du nouveau rapport mondial, revisiter ces 2 rapports précédents et aller de l'avant à travers l'innovation, à travers une pensée créative, une pensée qui accepte de se remettre en cause. Et je rajouterai qu'un des grands défis aujourd'hui de l'apprentissage, c'est aussi apprendre à désapprendre, parce que là aussi, c'est un des thèmes sur lesquels nous reviendrons longtemps, je le pense, en détail, parce qu'il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances et de considérer que ces couches de connaissances successives qui viennent s'accumuler tout au long de notre vie nous garantissent un savoir idéal et permanent. Il faut aussi apprendre à désapprendre pour apprendre autrement, remettre en question l'esprit critique, cette pensée durable qui est très importante et qu'il faut développer à travers nos systèmes d'apprentissage. Donc je ne vais pas aller plus loin pour laisser le temps à mes collègues de parler. Voilà. Merci beaucoup Georges Haddad d'avoir posé les bases de ce rapport et peut-être que certains des échanges d'aujourd'hui vont venir alimenter justement ce 3e rapport mondial. Je vais me tourner maintenant vers François Tadei. François Tadei, qu'est-ce qui, dans un parcours d'ingénieur, de biologiste, peut donner envie de s'intéresser à l'éducation et à l'innovation en éducation ? Je pense que tout citoyen s'intéresse à l'éducation assez naturellement. Alors en quoi est-ce qu'un biologiste ou un ingénieur le voit différemment ? Un ingénieur, ça a tendance à designer des systèmes, à construire des systèmes. Un biologiste, un évolutionniste, c'est quelqu'un qui étudie des systèmes qui, eux, ont évolué. Donc le système éducatif, on peut le regarder sous ses différents angles. Il a une longue histoire, vous la connaissez toutes, elle est symbolisée par le lieu dans lequel nous sommes et par même l'architecture, le mode d'interaction que nous pouvons avoir dans une salle comme ça, qui n'est pas forcément... qui est clairement daté, je dirais. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut voir ça. Il y a des contraintes historiques, il y en a aussi en évolution. En même temps, ce qu'on voit quand on s'intéresse aux écosystèmes et à leurs évolutions, on voit qu'ils sont organisés de manière non hiérarchique et de manière qui est beaucoup plus fluide. Et on peut voir des choses assez intéressantes. Nous, par exemple, on s'est intéressé à la façon dont les systèmes biologiques innovent. Et en fait, il y a énormément de systèmes biologiques qui peuvent innover des bactéries jusqu'aux primates, en passant par les oiseaux et tout un tas d'autres insectes sociaux, par exemple, qui innovent de manière qui est absolument remarquable. Donc on peut voir ces choses-là. On peut voir, par exemple, que les bactéries, elles sont capables de faire évoluer leur capacité à évoluer pour s'adapter à un environnement qui change toujours plus vite. Donc quand nous, on a commencé à utiliser des antibiotiques, ça nous a permis de faire reculer un certain nombre de pathologies. Mais aujourd'hui, il y a des bactéries qui résistent à tous nos antibiotiques. Donc on croyait avoir un temps d'avance, et en fait, les bactéries nous ont rattrapés. Et comment elles nous ont rattrapés ? Elles nous ont rattrapés en coopérant, en échangeant de l'information sur comment coopérer et en coopérant sur comment échanger de l'information. D'accord ? Et encore une fois, elles le font sans structure hiérarchique. Donc, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui avec Internet et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais qu'on a déjà vu en d'autres temps quand l'imprimerie est arrivée, ou même probablement quand l'écriture est arrivée, même si c'est en général moins bien documenté, on voit que quand on change les modes d'échange d'informations, en fait, on change toute la structure et on change en particulier les manières d'apprendre et les manières d'innover. Et donc, moi, j'ai été amené à observer ça dans les systèmes vivants et puis progressivement à aider des étudiants qui souhaitaient pouvoir innover à leur tour. Et les étudiants d'aujourd'hui, clairement, n'apprennent pas comme ceux qui étaient sur ces bancs il y a quelques décennies. Et donc, il faut être capable d'être à leur écoute, être capable de co-construire avec eux de nouvelles manières d'apprendre et de nouvelles manières d'innover, de nouvelles manières de produire des connaissances. Et de produire des connaissances sur comment produire des connaissances. C'est-à-dire comment est-ce qu'on réinvente des outils et des pratiques qui permettent d'aller toujours plus loin et de le faire de manière collaborative en échangeant. Et donc on voit bien toute la philosophie qu'il y a derrière Internet aujourd'hui avec tous les mouvements open source, Creative Commons qui permettent ce partage d'informations. Comme ces journées sont sous le mot du partage, je pense que c'est effectivement quelque chose de très important, ce concept de partage. Et ce qui est magnifique dans la connaissance, c'est que la connaissance que je partage avec vous, je l'ai toujours. Et au contraire, je m'enrichis de vos retours, et c'est ça qui est fabuleusement différent de biens matériels. Si je partage avec vous le pain, eh ben, j'en ai quand même moins à manger. Et donc là, il y avait clairement un autre concept, même si on a bien vu que ça pouvait avoir un intérêt de partager le pain. Mais
assez clairement, avec la connaissance, on rentre dans un autre monde, et cette connaissance qu'on peut partager, non seulement localement, comme on a toujours pu le faire, mais aujourd'hui, avec n'importe qui à l'autre bout de la planète, on peut apprendre des innovations qui viennent d'ailleurs. Hein, je veux dire, la France est un grand pays qui représente 1% de la population mondiale. Si on représente 1% des innovations, ça veut dire qu'on fait notre part. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a au moins 99% des innovations qui viennent d'ailleurs. Et donc, on a besoin de s'ouvrir à l'international. Et je pense que notre collègue en parlera mieux que moi dans un instant. Merci François Tadei. Alors effectivement, je vais me tourner vers Roger François Gauthier peut-être pour prolonger cette discussion sur l'international, mais pas seulement sur la capacité du système éducatif à innover. Vous êtes un très bon spécialiste de la formation des enseignants, de l'évaluation des élèves et puis de tout ce qu'on appelle les programmes, les contenus d'enseignement, ce que l'on enseigne dans les pays. Qu'est-ce qui, dans vos travaux internationaux, vous frappe du point de vue de la spécificité française et quels enseignements vous en tirez? Bonjour à tous. Et effectivement, en me demandant quel pourrait être mon apport aux réflexions de ce matin, je me suis dit que partir de cette question que si école il y a, c'est pour que des gens qui s'appellent des élèves y apprennent des choses, et que ça pouvait être intéressant de poser la question de l'innovation dans ce que l'école enseigne. C'est une question qui est rarement posée. Elle est complexe et on essaiera d'éclairer en quoi elle est spécifique un peu dans ce pays. Mais elle est complexe parce que c'est d'abord une question taboue, la question des savoirs scolaires. On sait très bien que même dans la société française, on passe en permanence, dans la presse par exemple, de regard sur ce qu'on apprend à l'école de l'ordre du mépris, hein, alors qu'il y a tous les savoirs sur Internet disponibles, qu'est-ce que c'est que les savoirs scolaires aujourd'hui, à au contraire une sacralisation des savoirs dans une perspective de diplôme, de concours, d'examen. Alors l'innovation, quand on parle de savoir, ça semblerait aller totalement de soi. Les savoirs scientifiques évoluent sans arrêt. Les signaux que la société adresse à l'école sont en permanente évolution. Le monde lui-même évolue fortement et pose ces questions très larges que Georges Haddad rappelait tout à l'heure. Et pourtant, il faut quand même reconnaître que l'innovation dans les contenus de ce que l'école propose, malgré l'apparence, malgré ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas de soi. Il y a d'abord de grands modèles pédagogiques qui ont, et c'est sans doute très fondé, qui sont très anciens, qui ont une vie très dure dans les différentes civilisations du monde, et qui semblent dire qu'on a déjà pensé tout ça. Confucius est une façon de dire en Chine qu'on a déjà pensé l'éducation. Socrate est une façon de dire dans notre tradition qu'on a déjà pensé beaucoup de choses autour de l'éducation. Bon, mais il y a quelque chose de plus grave, je pense, qui dans cette question contenu d'enseignement et innovation. C'est que beaucoup de gens, et à juste titre d'ailleurs, sont prêts à vous dire, mais attendez, l'école, elle doit d'abord transmettre des choses qui préexistent. Et une large partie d'entre nous, comme citoyens, comme hommes et femmes de la vie quotidienne, je sais très bien que nous allons nous poser des questions déjà si l'école n'enseigne pas à nos enfants ce qu'elle nous a enseigné à nous. Oh, ça c'est douteux, c'est bizarre, c'est étonnant. Comment comprendre? Bon. Et il y a quand même un vieux fond de nostalgie qui existe souvent dans ces questions-là. Également, on va demander à l'école d'enseigner du national, ce qui revient de la tradition et de l'héritage national. Du coup, un certain nombre des questions posées qui ne sont pas forcément seulement nationales ou nationales, ça fait réagir. Et dernier point, là où vraiment on a plus de difficultés autour des contenus à amener l'innovation, c'est parce que les contenus, c'est aussi lié fortement à tout cet ensemble qui s'appelle les examens et l'évaluation des élèves. Et que là, s'il y a une partie de nos cerveaux qui sont figés, immobiles et qui ne veulent pas bouger, c'est bien autour des examens. Vraiment, des aspects d'antiquité. Et je ne sais pas, si l'on regarde aujourd'hui le programme des agrégations, par exemple, on se dit que c'est peut-être pas vraiment là qu'on va chercher le terreau le plus propice à l'innovation. Alors, pour terminer, je crois qu'au système, pris entre l'obligation d'innover dans les contenus et
la difficulté à traiter la question de la transmission et de l'héritage, qui est une vraie question, dont il ne faut pas sourire, d'une vraie question. Je crois qu'il y a deux types d'interrogations à poser aux différents systèmes. Et certains le font mieux que le français, j'y reviendrai plus tard. Bon. Quel repérage un système d'éducation fait-il des savoirs qu'il serait nécessaire d'enseigner, en les prenant aussi bien dans l'évolution des savoirs savants que dans ce qui s'échange dans la société, etc. Quel repérage et quel type de filtre, quel type de travail est-il prévu pour passer de cette grande diversité des savoirs disponibles dans le monde dans lequel nous vivons et cet aspect qui s'appelle les savoirs qu'on enseigne à l'école. Quelles sont les voies de l'innovation qui permettent d'avancer dans cette question forte? Et puis, sur l'autre versant, la transmission, l'héritage, demandez au système, attendez, comment vous traitez la question de l'héritage? Parce qu'il ne s'agit pas du tout de s'y opposer. Il y a des cas, par exemple en matière de culture scientifique, où je suis persuadé qu'il faut creuser l'héritage. Il faut enseigner davantage d'histoire des sciences, tout autant qu'enseigner les sciences. Donc, vous voyez, il n'y a pas le mauvais héritage d'un côté. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais en même temps, demander aux différents systèmes d'éducation dans le monde, notamment quand même dans ces cas que tu connais, je connais, dans des situations de conflit, et on sait à quel point l'école peut, c'est le protocole de l'UNESCO, peut semer dans l'esprit des gens les graines de la guerre et les défenses de la paix. Bon, eh bien, mettre en doute certains des héritages chaque fois qu'ils ressemblent trop à la loi du clan. Et la loi du clan n'est pas ce que l'école doit enseigner. Merci Roger François Gauthier. Alors vous avez tous les trois, me semble-t-il, mis en avant deux axes problématiques qu'on sera peut-être amené sûrement même à traiter dans ce débat. Le premier, c'est celui de l'articulation entre l'enseignement et la recherche. Quel lien peut-il y avoir entre les pratiques, entre ce que les chercheurs ont à nous dire et les systèmes éducatifs, et comment prolonger, comment donner aux élèves le goût de la recherche, le goût de l'enseignement à travers la recherche. Et puis le deuxième axe que vous venez de souligner plus directement, c'est celui de l'articulation entre tradition et modernité, ce que l'on pourrait appeler l'articulation entre tradition et modernité dans nos systèmes éducatifs. Alors on a parlé du terme d'innovation, on a donné quelques exemples d'innovation. J'aurais peut-être aimé vous interroger tous les trois là aussi sur une question assez simple, apparemment assez simple. Qu'est-ce qu'innover? Et puis peut-être une deuxième question un peu différente. Est-ce vraiment nécessaire d'innover en matière d'apprentissage? Alors je vais me tourner vers vous, Georges Haddad, peut-être en premier pour répondre à ces deux questions. Bien, ce sont des questions très difficiles et qu'il est éminemment complexe de traiter en si peu de temps. Roger François Gauthier a parlé de justement qu'est-ce qu'il faut enseigner et comment évaluer l'acquisition des connaissances. Et je profite de la présence de Jean-Pierre Aubin qui est mon vieux maître et qui a beaucoup écrit sur ces questions-là. Et justement, c'est un des articles sur lesquels nous avons travaillé. Et justement, c'est une des réflexions qu'il mène dans son travail de philosophe et de mathématicien, c'est de savoir l'articulation entre l'apprentissage, l'acquisition des connaissances et l'évaluation des savoirs qui sont acquis. Et Jean-Pierre est un des grands défenseurs de la séparation entre l'enseignant et l'examinateur. Et j'ai pratiqué et j'ai appliqué ces méthodes et je pense que là, il y a toute une direction innovante qui permettrait de repenser la façon de transmettre les connaissances et d'évaluer ces connaissances à travers, bien entendu, les notes, les diplômes, etc., qui valent ce qu'elles valent. Alors maintenant, l'innovation, c'est quoi? Bon, étymologiquement, on le sait bien, c'est de mettre du nouveau dans la chose établie. Et je crois qu'il faut distinguer l'innovation au niveau des trois temps brodéliens. Fernand Braudel a parlé de trois temps essentiels. Et je crois qu'il faut aborder la notion d'innovation, y compris en éducation, en tenant compte de ces trois temps. Alors, je vais très rapidement le dire. Il y a le temps court, c'est l'événement. C'est la mode, c'est la méthode, c'est les façons. On innove, on a des idées, on essaye de tester cela au niveau des systèmes éducatifs à travers toutes sortes de méthodes, y compris des technologies, en s'appuyant sur les avancées de la science et de la technologie. Donc c'est l'innovation en temps court, c'est-à-dire c'est l'événement, la mode, la façon de repenser peut-être l'éducation de manière assez immédiate. Il y a le temps moyen brodélien, c'est-à-dire c'est le temps de l'innovation au niveau des structures éducatives.
Donc repenser aussi l'innovation dans un temps plus long que le temps court, et repenser par exemple les systèmes d'organisation, les programmes, la formation des enseignants, l'évaluation, la reconnaissance des acquis. Là aussi, c'est un temps moyen qui a une influence plus longue sur les structures éducatives qui se mettent en place, etc., à travers l'école et à travers d'autres systèmes d'apprentissage. Il n'y a pas que l'école pour apprendre, vous le savez, vous l'avez dit, on apprend tout au long de la vie et à tout moment de son existence, on apprend. Et donc ce temps moyen est important parce qu'il dépasse les modes, il dépasse les façons, il dépasse tout ce qui peut être très attractif aujourd'hui et ne pas résister à la durée. Et puis le temps long, alors là, le temps long brodélien, qui est le temps qui m'intéresse le plus, c'est celui au niveau des structures mentales, c'est-à-dire changer les mentalités et changer l'approche que nous pouvons avoir de l'éducation elle-même. Repenser l'éducation à travers tout ce qu'elle doit apporter, non pas pour la génération actuelle ni la génération future, mais l'éducation et l'apprentissage comme le fil conducteur de l'aventure humaine. Et donc ce temps long demande un travail d'innovation bien plus étendu et qui demande une réflexion. Edgar Morin y a travaillé, Jean-Pierre Aubin dans son livre La mort du devin, l'émergence du démiurge, je n'ai pas d'intérêt à le faire vendre, aborde ces questions. Et je crois qu'il faut savoir placer l'innovation dans les 3 temps brodéliens. Donc je répète, ce temps court, l'événement, la mode, la façon, le temps moyen, les structures, l'organisation au niveau de l'école et d'autres institutions et d'autres systèmes, et ce temps long, c'est-à-dire changer les mentalités, aborder ces questions en profondeur pour préparer l'aventure éducative pour les générations futures. Donc voilà un peu les questions qui m'interpellent, et je trouve qu'on fait trop de place aujourd'hui à la mode et à l'innovation, et on ne laisse pas assez de place à ces structures mentales qu'il faut changer à travers une éducation qui doit se projeter dans l'avenir. C'est un peu le travail que nous allons essayer de mener à l'UNESCO autour des experts qui vont venir nous rejoindre. Oui. Alors Roger-François Gauthier, vous nous avez tout à l'heure un petit peu donné votre sentiment par rapport à ce caractère nécessaire de l'innovation en matière d'apprentissage. La question est un peu provocatrice puisqu'on est rassemblé plutôt ici aujourd'hui autour de cette question de plutôt comment innover, comment peut-on innover plus dans le système éducatif, et finalement ça vaut quand même la peine de s'intéresser à est-ce vraiment nécessaire d'innover en matière d'apprentissage. Est-ce que vous voulez revenir plus précisément sur certains des points que vous avez déjà développés ? Je crois qu'effectivement, il faut quand même bien être au clair sur le nécessaire, si on veut construire efficacement le comment. Alors, pour garder un instant le fil rouge que j'avais commencé à tirer tout à l'heure, d'abord, en matière de contenu d'enseignement, l'innovation, elle est aussi historiquement permanente, et elle est liée à des innovations sociales majeures. Ce que Durkheim nous a expliqué dans l'évolution pédagogique en France, c'est vraiment des choses qui, je crois, correspondent à des réalités. Quand je sais pas moi, quand les premières universités, qui n'avaient pas le sens d'aujourd'hui, ont traversé la Seine pour venir là où est la Sorbonne, quand le Collège de France a été créé, quand les jésuites ont créé leur collège à la fin du XVIe siècle, c'est bien qu'il y avait des évolutions sociales, des innovations sociales et pédagogiques fortes qui marchaient en parallèle. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça s'arrêterait. Donc la question de la nécessité d'innover dans ce qu'on apprend à l'école, oui, l'histoire nous montre que ça a été un ensemble d'innovations. Sinon, le programme serait unique, ça serait le silex taillé pour tout le monde, et on n'aurait pas bougé. Alors, je crois qu'il y a quand même deux types d'interpellations qu'il faut savoir saisir, construire et organiser. Il y a des interpellations, et il en a déjà été question ce matin, qui sont vraiment des interpellations, je dirais, du côté des savoirs. Du côté des savoirs. Parce que les savoirs qui sont disponibles dans le monde contemporain, tant par leur forme, par leur vitesse, par leur accroissement, leur vitesse d'accroissement, par leur diffusion, n'ont rien à voir avec ce que c'était dans des étapes antérieures de la société,
il est évident que tout ça, ça interpelle en permanence, ça doit interpeller en permanence l'école. Une école qui ne se laisse pas, qui ne prévoit pas les canaux et les méthodes pour se faire interpeller efficacement sur ces questions-là, on voit bien qu'elle va être rapidement en décalage. Et ce n'est pas seulement par rapport au savoir circulant, à la culture populaire, qui sont des éléments très importants, ce n'est pas seulement par rapport à ça, mais dans le cadre même des savoirs dits savants, hein, dans cette science telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et telle que Edgar Morin l'a décrite depuis longtemps, hein, comme l'aggravation de l'ignorance du tout, alors qu'il y a une progression fulgurante de la connaissance des parties, il est évident que tout ça, si ça ne pose pas des questions à l'école de base, c'est qu'on n'a rien compris, hein, et qu'entre la science qui se développe d'un côté et l'école de l'autre, un divorce totalement indu, totalement néfaste va se créer. L'autre interpellation, elle est de nature sociale et politique. Sociale et politique, il est bien évident que à partir du moment où nous sommes dans des pays de nature démocratique qui, de façon diverse, hein, la démocratie en éducation dans les pays scandinaves, en France et en Angleterre, ça n'a pas du tout le même visage. Mais à partir du moment où on est dans un cadre où il y a une signification politique donnée à l'éducation, où on dit par exemple qu'il s'agit d'enseigner à tous, en évitant d'en virer la plupart dès la fin du premier trimestre, ce qui quand même est une chose fortement dite et qui ne va pas de soi dans aucune des traditions éducatives, parce que les traditions éducatives, j'en parlerai tout à l'heure, elles se sont construites sous un autre modèle. Bon, à partir du moment où on dit qu'il s'agit d'enseigner et du coup d'apprendre du commun, ça ne va pas de soi non plus. Enfin, y apprendre du commun, plutôt que chacun, selon où il est dans la société, qui apprend ce que la partie de la société dont il fait partie aurait tendance à lui enseigner. Donc, je crois qu'effectivement, là, la nécessité d'innover, elle est très forte. Parce que si l'éducation nationale dit qu'elle perçoit le message politique d'une démocratisation du savoir, de savoir commun enseigné à tous, il est évident qu'il est nécessaire qu'elle innove, dans ses fonctionnements, mais aussi sur les questions, j'y reviendrai tout à l'heure, sur les questions dont nous parlions de contenu d'enseignement. Et puis les interpellations du monde qui sont diverses, qui sont importantes. Mon voisin en parlait tout à l'heure, hein, travail en équipe, le savoir qui accepte de se réinvestir, qui peut-être de temps en temps a besoin du mot de compétence pour dire un certain nombre de choses qui vont plus loin, apprendre à partager, et toutes ces choses-là sont bien évidemment des interpellations sociales complexes, ambiguës, il faut dire ce qui est, hein. Tout à l'heure, si je dis un mot de l'autonomie, je serai obligé de dire que c'est ambigu, ce truc-là. Mais tout de même, nécessaire d'innover, je le crois absolument. Hein. Sinon, ni la transmission des savoirs savants, le rapport entre l'école et la science, ni le rapport entre l'école et la société ne seront gérés d'une façon qui lui permettra d'être efficace, d'être crédible et d'avoir la confiance de la population. Vos deux interventions mettent l'accent, me semble-t-il, sur les niveaux auxquels s'applique l'innovation. On a parlé d'enseignants innovants, d'élèves créatifs. Il y a également la question des systèmes innovants et du système éducatif français dans son organisation. On pourrait presque parler d'organisation apprenante, point d'interrogation. François Tadei, est-ce que sur cette question de l'innovation, est-il vraiment nécessaire d'innover, vous auriez des compléments à apporter ? On a parlé tout à l'heure de tradition et modernité. Il y a un très beau texte chinois d'un philosophe qui s'appelle Mossius, qui dit qu'il faut faire comme les vieux sages, c'est-à-dire remettre en cause tout ce qui a été fait par les vieux sages précédents. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il dit aussi que quand on lit un livre, si on croit tout ce qu'il y a dans ce livre, alors on ne mérite pas ce livre. D'accord ? Et je pense qu'on a besoin effectivement de transmettre des livres et des connaissances, mais on a besoin aussi de les remettre en question. Je veux dire, Socrate n'aurait probablement pas dit autre chose, et je pense que tout enseignant qui veut que ses enfants qu'il forme deviennent des citoyens innovants, actifs, faisant partie de la vie de la cité, dans un monde qui est en plein changement et dans lequel il faut réinventer énormément de choses, on a besoin de former les enfants à ces aspects-là.
Donc ça, je pense que c'est un premier concept. Alors comment est-ce qu'on peut transmettre aux jeunes à la fois des savoirs et les outils pour remettre en cause ces savoirs et progresser? C'est ça qui est complexe en fait. Il se trouve que dans le domaine de la recherche, c'est exactement ce qu'on est censé faire au quotidien. D'accord ? Donc on doit à la fois s'appuyer sur les connaissances existantes et en même temps contribuer à les dépasser pour faire avancer la frontière de la connaissance. Alors comment est-ce qu'on peut impliquer des enfants dans cette démarche d'innovation, dans cette démarche d'accès à la frontière de la connaissance? Alors ça paraît très complexe parce que quand on regarde les volumes d'encyclopédie, ou aujourd'hui le nombre de pages qu'il y a sur Wikipédia, on se rend bien compte que si l'enfant doit tout lire avant d'avoir le droit de poser une question, c'est mal barré, quoi. Donc il faut arriver à trouver un autre mode, et en fait, une des manières, c'est encore une fois le questionnement socratique. Si vous prenez un enfant qui vous pose une question et que vous essayez de lui donner une réponse, et qui vous dit pourquoi cette réponse, si vous êtes capable de donner une deuxième réponse et que vous avez déjà un certain niveau de culture, si je vous demande un nouveau pourquoi, vous commencez à blêmir. En général, en 3 pourquoi, tout le monde est mort. Moi, en tant que chercheur, quand mes enfants m'ont posé des questions avec 3 pourquoi, honnêtement, je séchais. Même quand c'était sur mes sujets. Donc voilà, le volume de connaissances est énorme, mais la profondeur en nombre de pourquoi est relativement faible. Donc ça veut dire qu'en fait, les enfants peuvent, à partir de leur questionnement qui est naturel chez eux, si on sait encadrer leur questionnement, on peut les amener aux frontières de la connaissance très rapidement. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est fondamentalement important. Et moi, je suis un chercheur, et donc quand je vois des anomalies, au sens de Kuhn du terme, c'est-à-dire des choses que je n'aurais pas prédites, je m'interroge. Alors je vais vous interroger. À votre avis, quel est l'âge du plus jeune auteur d'une publication scientifique? Vous pouvez le dire à voix haute, hein. Alors c'est 8 ans, d'accord. Et en l'occurrence, c'est pas un enfant, c'est une classe entière, d'accord. Donc c'est pas un petit génie. C'est une classe entière qui s'est posé des questions, d'accord. Et ces enfants ont eu la chance de travailler avec un chercheur qui leur a donné un cadre qui a permis de passer de ce questionnement enfantin à des questions amenant les enfants aux frontières de la recherche, aux frontières des connaissances, et ils ont créé une expérience. Ils ont réalisé cette expérience, ils ont analysé les résultats de cette expérience, et ensuite ils ont rédigé eux-mêmes les résultats qu'ils avaient trouvés. Donc c'est une publication scientifique un peu particulière, parce que c'est la première que je connaisse, qui commence par « Il était une fois ». D'accord ? Néanmoins, les résultats sont très importants, et parmi les résultats, il y a les résultats scientifiques sur lesquels je ne reviendrai pas, mais si vous voulez, on le fera pendant les questions. Il y a un autre résultat, c'est « Nous avons découvert que la science est cool et fun ». D'accord ? Et que quand on apprend des choses que personne ne savait, on est beaucoup plus motivé. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important. D'accord ? Donc il peut y avoir des innovations radicales, et la question, pour moi, quand je vois ce qui, si j'étais religieux, je qualifierais de miracle, la question est de la reproductibilité. Est-ce qu'on peut créer des cadres dans lesquels tous les enfants peuvent contribuer à se questionner ainsi et à aller le plus loin possible et éventuellement contribuer au progrès des connaissances. Ils n'auront peut-être pas tous le prix Nobel avant leur baccalauréat, mais la question est plutôt de les amener à une démarche et de les faire contribuer à une méthodologie qui leur sera utile tout au long de leur vie. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui permet de répondre en partie à cet questionnement sur tradition et modernité. D'accord ? Comment est-ce qu'on va de ce savoir qu'on accumule sur son dos, c'est toujours plus lourd, d'accord, à un esprit critique et à ce gai savoir, cette volonté de contribuer à la vie de la cité, à la vie des idées. Et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin, par exemple, de développer l'esprit critique. Et en France, on a une espèce d'esprit critique négatif qui fonctionne relativement bien. La question est la question de la critique constructive, c'est-à-dire la question qui permet d'aller toujours plus loin et de faire en sorte que, collectivement, on peut trouver des solutions innovantes à partir de situations qui ne sont non optimales. Donc la critique, elle commence par dire la situation est non optimale, et la critique constructive, elle cherche une solution permettant d'aller vers un optimum, ou en tout cas vers quelque chose qui permettra d'améliorer les choses par rapport à l'état existant. Et donc ça, on a besoin d'enseigner ce genre de choses, et ça c'est à la fois
très ancien, au sens où Socrate n'aurait pas forcément dit des choses radicalement différentes, et en même temps c'est très moderne parce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui pour adapter les enfants d'aujourd'hui au monde de demain, et le monde de demain, personne ne sait ce qu'il sera. Donc quels sont les savoirs qui seront utiles au monde de demain ? En fait, on ne le sait pas. Quels sont les métiers qui seront les plus demandés ? Si vous prenez les métiers qui sont les plus demandés aujourd'hui, ils n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans. D'accord ? Et personne n'aurait pu les prédire. Donc personne ne peut prédire les métiers que nos enfants auront au XXIe siècle. Il faut savoir que les enfants qui naissent aujourd'hui verront le XXIIe siècle. D'accord ? Donc on a vraiment besoin de les former différemment. Et on a besoin de former leurs enseignants différemment. Parce qu'un enseignant qu'on recrute aujourd'hui formera des enfants qui verront 2150. Enfin, je veux dire, on a besoin le temps long dont parlait Georges est très présent dans le monde de l'éducation. Et donc on a besoin de créer cette dynamique d'interrogation et de capacité à se remettre en cause régulièrement, individuellement et collectivement. Et donc un écosystème apprenant, c'est quoi ? Un écosystème apprenant, c'est un écosystème qui considère que quand il y a 20% des enfants qui sont en situation d'échec scolaire, c'est non seulement inacceptable, mais il faut absolument trouver des solutions qui permettent de les faire rentrer dans le système et de les faire progresser. Il y a en Inde, pour reprendre des exemples d'innovation venant de l'étranger, des programmes où on prend des décrocheurs au niveau lycée et on en fait des chefs d'entreprise. D'accord ? C'est pas exactement comme ça que les décrocheurs finissent en France, comme vous le savez. Donc il y a besoin de réinventer des choses et de s'inspirer de ce qui peut se faire dans différents endroits. Et donc un écosystème apprenant, c'est quoi ? C'est un écosystème qui regarde ce qui marche bien ailleurs, mais c'est aussi un écosystème où les retours dont tu parlais, un système qui a des boucles positives et des boucles négatives, c'est un système qui peut évoluer de manière beaucoup plus fine. Donc c'est ce qu'on observe dans le système. Alors comment est-ce qu'on donne ce retour et comment est-ce qu'on sépare l'enseignant de l'évaluation ? Eh bien, ce qui commence à émerger, et on le voit dans un certain nombre de pays aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les learning analytics, c'est-à-dire obtenir des données quantifiables sur la manière dont les apprenants apprennent, et ensuite les rendre accessibles à l'apprenant lui-même pour qu'il se rende compte tout de suite ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et puis le donner à son enseignant pour que l'enseignant puisse éventuellement aider l'enfant à mieux progresser, et puis éventuellement que l'enseignant puisse se remettre en cause, puisque s'il a un certain nombre d'enfants qui ont des problèmes, et bien peut-être qu'il va falloir qu'il leur amène la connaissance différemment. Et ces learning analytics, elles doivent être également disponibles au niveau du système qui peut également réagir. Alors les réactions sont différentes. L'enfant peut réagir quasiment instantanément. Quand il joue à un jeu et s'il se rend compte qu'il ne progresse pas, il va réagir tout de suite. Donc il pourrait se passer la même chose dans les apprentissages, et d'ailleurs il y a de plus en plus d'environnements scolaires dans lesquels on apprend par le jeu. Ensuite, l'enseignant, il réagit un peu moins vite que l'enfant, mais il peut réagir sur l'ensemble des enfants qu'il a dans sa classe. Et le système, il réagit encore plus lentement, mais par contre, quand il réagit, il peut potentiellement affecter l'ensemble des enfants d'une nation et l'ensemble des enseignants. Et donc il y a ces trois niveaux, et ces trois niveaux, il ne faut pas les opposer, bien au contraire, il faut les faire travailler en synergie. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir un écosystème qui innove à tous ces échelons, au niveau de l'enfant, au niveau des enseignants et au niveau de l'ensemble d'une nation, voire de l'ensemble de la planète. Puisque évidemment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aujourd'hui la possibilité, et on en reviendra peut-être sur le numérique, d'apprendre partout dans le monde des choses venant d'Internet. Et l'État du Minnesota s'est demandé s'ils allaient autoriser leurs étudiants à apprendre des choses venant de Californie. D'accord ? Donc c'est quand même relativement intéressant. Alors, ce que j'aime beaucoup avec François Tadei, c'est que j'ai l'impression d'avoir mon programme de travail pour les 10 années à venir. Merci François. Je voudrais revenir sur cette question des boucles d'apprentissage, de savoir comment les systèmes éducatifs progressent, et notamment progressent peut-être de leurs erreurs, progressent des obstacles qu'ils ont à surmonter, et peut-être par la même occasion poser la question de la nécessité de désapprendre pour pouvoir ensuite apprendre. Peut-être en me tournant vers vous, Roger François Gauthier, dans un premier temps, doit-on se heurter nécessairement à l'obstacle pour progresser, et que peut-on apprendre de ces échecs, à la fois du point de vue de l'élève, du point de vue de l'enseignant, mais aussi, on l'a dit, du point de vue du système éducatif ? Alors, je pense qu'effectivement, que ce que vient de nous dire François Tadei, c'est l'horizon, ce genre de choses. Cela dit,
on est obligé, je crois, d'avoir une pensée réaliste tournée vers les obstacles qu'on peut rencontrer. Sur ce thème de l'école apprenante, en quelque sorte, l'école ferait-elle elle-même ce qu'elle veut que les élèves fassent? Apprendre. Un système éducatif apprend-il? Non, pas du tout. Il est radicalement bête. D'abord, pour apprendre, il faut exister. Système éducatif, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'ensemble construit en cohérence par quelques divins génies qui auraient bâti, dessiné ce qu'on appelle par abus de langage permanent un système éducatif. Si vous prenez dans l'histoire de France, vous verrez que c'est l'enseignement supérieur qui a commencé le premier, mais avec des objectifs de type professionnel, puis très longtemps après, c'est l'enseignement secondaire avec des objectifs de reconquête religieuse, etc. Donc, tout ça, c'est fait d'éléments. Bon, il n'y a donc pas de système éducatif. Ça veut dire que, comme il n'y a pas de conscience de tout cela, si on veut qu'innovation il y ait, si on le veut qu'il devienne apprenant, ben, il faut l'aider. C'est une affaire politique que d'aider cet ensemble-là à innover. Et là, je crois qu'il y a une ou deux choses qu'on peut dire. D'abord, les résistances sont quand même très très fortes, elles sont collectives. Les pouvoirs politiques successifs sont confrontés à d'extrêmes difficultés face à un système qui ne souhaite pas devenir apprenant sur lui-même. Alors, un ou deux exemples. Ce pays est l'un des rares en Europe, jusqu'à une date récente on disait avec la Bulgarie, mais ce n'est plus le cas de la Bulgarie, qui par exemple, les établissements scolaires, les écoles, les collèges, les lycées, pour employer des mots plus concrets, ne s'évaluent pas eux-mêmes, ne sont pas dans une configuration générale où l'évaluation de l'établissement est un élément majeur de production du savoir sur l'école de base, là, pas le système dans son ensemble. Également, dans les résistances qu'on rencontre, on pourrait en prendre beaucoup, mais par exemple, je disais tout à l'heure autour des examens, bien évidemment, la résistance, elle est majeure. Le système éducatif français sait des choses sur le baccalauréat, par exemple, sur sa qualité évaluatrice extrêmement discutable. Mais il n'en sait rien. Il fait comme s'il ne voulait pas le savoir. Donc, je crois que la résistance à apprendre, la résistance à connaître, elle est forte. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on voit dans d'autres pays, il y en a quand même plusieurs qui, pour différents motifs, se sont mis sur les 30 dernières années, à certains moments, dans des positions où l'école... Oui, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne. Il y a des choses qui ont assez duré. Alors, je ne sais pas, on peut parler de... C'est politiquement très divers. On pourrait parler de l'Angleterre sous Margaret Thatcher. On pourrait parler des États-Unis lors de la publication du fameux rapport Nation at Risk. On pourrait parler de l'Allemagne dans le choc PISA au cours des dernières années. Comme vous savez, il n'y a pas de système éducatif allemand, sauf que depuis quelques années, leurs résultats dans les enquêtes internationales de l'OCDE étaient tellement décevants qu'ils se sont mis à davantage mettre de la cohérence entre l'action éducative des différents lenders. On pourrait parler de la Finlande et des pays sociodémocrates qui, à un moment donné, alors beaucoup plus tôt, ont décidé d'apprendre un certain nombre de choses pour se bouger. On pourrait parler des pays africains, qui souvent, eux, c'est autre chose. Ils ont parfois trop de docteurs à leur chevet, ce qui est aussi un problème. On pourrait parler des pays de l'Est qui, quand ils ont émergé de la mouvance soviétique, ils ont appris, et parfois trop rapidement, et de manière trop précipitée, des choses, et tout ça a donné des fluctuations parfois délicates. Bon, toujours est-il que le système français se caractérise globalement comme ayant une espèce de réticence à apprendre, de réticence à aller à des épreuves de vérité vers lesquelles d'autres systèmes ont accepté d'aller. Alors c'est un système qui veut. Il y a un volontarisme politique en France sur l'école, ça c'est certain. Mais c'est un système, je pense, qui apprend peu. On sait depuis longtemps des tas de choses sur le caractère extrêmement négatif, par exemple, de nos façons d'évaluer les élèves, par exemple de mettre des zéros, par exemple de dire que des élèves sont nuls, par exemple de faire redoubler, par exemple de calculer des moyennes générales qui ne signifient rien parce qu'elles mélangent des compétences en mathématiques à des ignorances en anglais ou en histoire. On sait tout ça depuis longtemps. Il y a une réticence forte à apprendre tout ça. Donc l'école apprenante, je crois qu'elle peut le devenir à condition qu'elle y soit tout de même assez fortement amenée par l'autorité politique et par les gens qui réfléchissent à tout cela.
Cela me laisse légèrement sans voix. Georges Haddad, est-ce que vous voulez réagir peut-être à ces propos de Roger-François Gauthier, développer ce que vous aviez amorcé tout à l'heure autour de la nécessité de désapprendre pour pouvoir apprendre? Oui, je crois que le métier d'enseignant, et je me suis beaucoup posé la question, puisque j'ai commencé très tôt, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire passer, qu'est-ce que je dois apporter et qu'est-ce que je peux apporter à mes étudiants, qu'ils soient au niveau de la recherche ou au niveau des premières années universitaires. Et très rapidement, et j'ai compris de manière tout à fait subtile que la mission première qui était la mienne, c'était de développer en chacun le désir et le doute. C'est-à-dire qu'à travers l'apprentissage, l'enseignement qui était le mien, en mathématiques en particulier, j'essayais de faire en sorte que l'étudiant sorte de mes cours avec beaucoup plus de questions que de réponses, avec une envie d'aller plus loin encore, d'approfondir ce que je lui avais enseigné et surtout de contredire ce que je lui avais enseigné, c'est-à-dire d'essayer de voir ailleurs s'il y avait de meilleures façons d'enseigner la discipline qui était la mienne, et pas simplement une discipline, mais dans un esprit de transdisciplinarité. Je crois que là aussi, il y a un enjeu essentiel au niveau des enseignements, c'est d'aborder la question de la transdisciplinarité, c'est-à-dire de l'esprit même de l'enseignement et de la transmission des savoirs. Donc pour moi, je crois que la mission essentielle que je considère comme essentielle au niveau de l'enseignement, c'est de développer cette notion de désir et de doute qui sont, Jean-Pierre, là aussi nous y avons travaillé, les moteurs de la créativité et de la rationalité. Je crois que l'enseignement doit développer l'esprit créatif, l'accompagner, le promouvoir, le soutenir, et aussi cette rationalité qui est si importante pour pouvoir aller de l'avant, remettre en cause l'esprit critique dont François a parlé si bien, développer cet esprit critique, mais pas l'esprit destructif. Hein. Apprendre à désapprendre, ça ne veut pas dire apprendre à détruire, c'est apprendre en s'appuyant sur ce que nous avons transmis, aller de l'avant et se positionner dans sa liberté, de sa liberté individuelle, mais aussi dans une forme de liberté collective qui fait qu'on peut apprendre mieux et autrement. Il y a un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est la notion des rythmes éducatifs. Je crois que c'est un des grands défis de l'innovation aujourd'hui en éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous pose la question. Aujourd'hui, d'avoir un bac à 16 ans, d'avoir une licence à 20 ans, un master à 22 ans et un doctorat à 25 ans. Ça ne veut plus rien dire du tout. On vit plus longtemps, on est productif et créatif plus longtemps. Je crois qu'un des grands défis de l'innovation éducative, c'est de repenser les rythmes éducatifs en fonction d'une population qui va vivre plus longtemps, qui va être créative plus longtemps, et de donner du temps au temps. C'est ce que disait le président Mitterrand, il faut donner du temps au temps. Eh bien, je crois que dans l'éducation, le défi que nous allons avoir à assumer, et ça va être très difficile à tous les niveaux, politiques, au niveau des financements, au niveau de l'organisation, des structures éducatives, de repenser ces rythmes éducatifs, parce que je le vois à travers mes enfants et à travers mes étudiants, je suis obligé aujourd'hui de concevoir que j'en fais des handicapés de la connaissance, parce qu'ils n'ont plus le temps d'apprendre et de développer ce désir, cette rationalité, cette créativité. On ne peut plus continuer à vivre sur ces mêmes rythmes. Le diplôme, il faut le repenser. La note, il faut la repenser. L'évaluation, il faut le repenser. Et surtout, ces temps éducatifs pour une éducation tout au long de la vie, qui me paraît être le vrai défi de l'innovation éducative aujourd'hui, c'est d'offrir à chacun les moyens de se reconstruire, de se déconstruire pour se reconstruire à travers un apprentissage tout au long de la vie qui donne du temps au temps et qui permet à chacun de ne pas être pris dans ce stress éducatif. Je fais référence au livre de Daniel Pénac, ce chagrin d'école qui est en train de nous détruire, pas simplement les enfants, mais les parents. Je tiens à vous dire que les plus grandes disputes que j'ai avec ma femme sont autour de l'éducation. Parce qu'on est pris par justement ce stress éducatif, cette note, cet élitisme. Et puis aussi, ne l'oublions pas, on parle de la France, mais je tiens à vous dire que les problèmes éducatifs ne se posent pas aujourd'hui de la même façon dans les pays en développement. Roger-François Gauthier l'a dit, en Afrique, dans les pays les moins développés, l'éducation se pose sous une autre forme. Donc il faut aussi regarder au-delà de son propre palier pour comprendre que l'éducation et les défis de l'éducation et l'innovation en éducation ne se posent pas de la même façon selon qu'on est européen, nord-américain, japonais, coréen.
ou africains ou latino-américains. Donc voilà des questions importantes. Et ne l'oublions pas aussi, se mettent en place des systèmes parallèles éducatifs qu'on appelle shadow education, ces systèmes de l'ombre qui sont en train de détruire justement la pertinence, la cohésion du système éducatif. Allez en Corée et vous verrez comment les enfants sont maltraités par l'éducation aujourd'hui. Cette éducation de l'ombre qui vient se substituer à l'éducation institutionnelle reconnue, parce qu'il faut être compétitif, parce qu'il faut être le meilleur, parce qu'il faut à 18 ans déjà avoir un doctorat. Qu'est-ce que ça signifie? Quel type de doctorants allons-nous produire si nous continuons à aller dans ce sens? Alors vous avez employé le terme de créativité, le concept de créativité. On a parfois l'impression que c'est un peu un gros mot dans le système éducatif français. François Tadei, est-ce que je peux vous inviter à réagir sur ce terme et peut-être aussi à nous parler un peu de la façon dont les nouvelles technologies, puisqu'on a assez peu parlé finalement du numérique dans ce débat jusqu'à présent, les nouvelles technologies peuvent ou non favoriser cette créativité. J'ai en mémoire un discours de Michel Serres intitulé « Petite poussette » que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui indique véritablement qu'on est rentré dans une nouvelle ère de l'enseignement de par ces nouvelles technologies. Alors, est-ce que tout ça est favorable à la créativité et à l'innovation et surtout aux apprentissages? Alors, merci Bénédicte. En fait, Petite poussette, hein, c'est ce texte magnifique de Michel Serres où il évoque le fait que les enfants d'aujourd'hui, on les pousse ultra développés parce que c'est la manière dont ils peuvent envoyer leurs SMS. Et il dit effectivement que ces enfants vont vivre dans un monde qui sera très différent de celui de leurs parents et grands-parents, a fortiori, et que lui, il apprend de cette génération à envoyer des SMS, etc. Et c'est vrai qu'on peut tous apprendre les uns des autres dans un monde où il y a toujours plus de choses à savoir et où personne ne peut tout savoir. Hein, je veux dire, cette illusion de savoir universel, le savoir universel peut être accessible à tous, mais personne ne peut posséder l'ensemble de ces informations. Et ce qui devient intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de nouveau et comment est-ce qu'on contribue à produire des choses. Donc la créativité, elle peut se positionner à au moins deux niveaux. Il y a la créativité individuelle, la première fois que vous faites quelque chose, et puis la créativité universelle, qui est la première fois qu'un humain fait quelque chose de radicalement différent de ses prédécesseurs. Donc évidemment, il est plus facile de faire la première chose que la seconde, mais la première est essentielle pour pouvoir un jour faire la seconde. Et pour ça, il faut sortir du mythe des muses qui viennent vous visiter pendant la nuit et puis vous vous réveillez et tout d'un coup, paf, vous êtes devenu créatif. Alors, si vous attendez ça, honnêtement, je pense que vous pouvez dormir pendant longtemps. C'est pas évident que ça se produise. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la créativité, on ne sait peut-être pas encore l'optimiser et la rendre possible pour tous, mais on sait premièrement que tout le monde est capable de le faire et on sait qu'il y a des environnements qui la détruisent très bien. D'accord ? Donc, effectivement, si on n'a pas le droit à l'erreur, la probabilité qu'on devienne créatif est très faible. D'accord ? Et ça, les enfants, ils le comprennent très vite. Et donc, évidemment, ils sont plus créatifs quand ils jouent que quand ils sont à l'école, en tout cas dans les écoles d'aujourd'hui et dans les jeux d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas inéluctable. On peut créer des environnements dans lesquels on favorise cette créativité. Et pour que la créativité fonctionne bien, on a besoin de le faire de manière collective. Hein, c'est ce qu'on disait sur l'innovation. Les innovateurs se sentent seuls, les gens créatifs se sentent seuls. Et s'ils se sentent encouragés à aller de l'avant, et si on fait une critique constructive de ce qu'ils ont pu faire, et qui va ni dans « c'est n'importe quoi », ni dans « tu es un génie, mon chéri », il faut trouver l'équilibre, évidemment, pour leur permettre d'avancer. Donc on a besoin de trouver cet équilibre. Et une des choses intéressantes avec le numérique, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas nécessairement contraint au retour qu'on peut avoir de son environnement local. D'accord ? Parce que quand on essaie de faire quelque chose de nouveau, eh bien, localement, il n'est pas évident qu'on soit hyper bien vu. D'accord ? Par contre, il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète qui essaye d'avancer dans la même direction et qui sera ravi d'échanger avec vous. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est en train de se produire de manière vraiment intéressante. Et c'est comme ça que la science est née. Si on prend le collège invisible, il est né de l'imprimerie et il est né du fait que Newton et ses copains pouvaient échanger à l'autre bout de l'Europe. D'accord ? Et donc ça, c'était réservé à quelques-uns, mais c'était les premiers à le faire. Et aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Si un enfant, je vous donne un exemple d'un enfant chilien, il vivait au Chili donc, et il a vécu un tremblement de terre. D'accord ? Un tremblement de terre, c'est pas spécialement agréable. Et il s'est dit, tiens, la prochaine fois qu'il y a un tremblement de terre, j'aimerais être au courant.
et il a conçu lui-même, avec des technologies open source, donc qui sont accessibles à tous, un système de détection des vibrations qu'il a connecté à son téléphone portable et ce qui fait qu'aujourd'hui, il peut envoyer des SMS et des tweets à tous ceux qui sont abonnés à son flux et pour savoir qu'il y a des vibrations anormales et qui sont peut-être la cause d'un tremblement de terre. Et donc, comme les électrons voyagent plus vite que les vibrations sismiques, on peut être prévenu à l'avance de tel ou tel événement. Et comme beaucoup d'autres ont suivi ce qu'il avait fait, eh bien aujourd'hui, il y a au Chili un réseau entier de détection sismique et d'alerte sismique qu'il a réussi à mettre en œuvre. D'accord ? Donc c'est ce genre de choses qui est en train de se produire parce que il a utilisé des choses venant d'ailleurs et il a su travailler avec d'autres pour réussir à faire quelque chose qu'on aurait considéré comme impossible. Le gouvernement chilien travaillait sur ce genre de problème depuis bien longtemps, comme vous pouvez l'imaginer, et les meilleurs chercheurs n'avaient pas su résoudre le problème. Eh bien, il a fallu la créativité d'un adolescent pour arriver à résoudre ça, mais aussi la disponibilité des technologies. Et donc c'est ça qui est fabuleusement intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a... Pour être créatif, on a besoin d'une part de s'appuyer sur ce que d'autres ont fait, et ça c'est accessible via le web, et on a besoin de pouvoir proposer quelque chose et d'avoir un regard de critique constructive d'un environnement, d'un écosystème qui vous permet d'avancer. Et ça c'est également possible aujourd'hui. Vous savez peut-être que dans vos poches, vous avez un téléphone portable qui a plus de puissance de calcul que la NASA n'en a utilisé pour aller sur la Lune. D'accord ? Donc vous pouvez tous aller sur la Lune, au moins métaphoriquement, quand vous le souhaitez. Simplement, il faut savoir utiliser cet outil, pas comme un consommateur, mais comme quelqu'un qui est capable de transformer cet outil en un objectif lune ou en quelque chose qui, comme ce garçon chilien dont je parlais, lui permet d'avoir une réponse qui est pertinente par rapport à l'environnement dans lequel il est. Vous pouvez transformer le téléphone portable en microscope, par exemple. Au Japon, ils ont été transformés en détecteurs de radioactivité, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Et donc, c'est quand même très intéressant. Et quand on est capable de faire ça, on devient un co-constructeur de savoir, parce que on mesure localement la radioactivité chez soi, on la mesure dans sa salade, dans son thé, dans son sushi, et on peut en informer tout son environnement, on peut partager, et on peut ainsi construire des cartes qui permettent de réagir. Et entre les informations officielles, avec, vous vous souvenez tous que la France avait su stopper les nuages radioactifs, parce que quand même on a un système qui fonctionne bien. Nos gardes-frontières sont particulièrement efficaces. Mais, et donc, comment est-ce qu'on développe ce regard critique, constructif, qui permet de partager les informations et de passer de, de l'ensemble de ces données que les machines produisent toujours plus à des informations. Ces informations, comment est-ce qu'on en fait des connaissances et comment est-ce qu'on en tire une éthique de l'action? C'est ça le programme éducatif aujourd'hui. Parce que les enfants, ils ont accès à tout ça. D'accord ? Et donc, je vous donne... Enfin, je finirai, et puis je vous donne la parole à mes chers collègues. Aristote pensait qu'il y avait 3 manières d'aborder le savoir. Épistémé, qui a donné la science et les savoirs. Techné, qui a donné la technologie. Et phronésis. Qui dans la salle sait ce que c'est que phronésis? Vous pouvez lever la main juste pour... Il n'y aura pas d'interrogation écrite, hein, je ne vous donnerai pas de notes. Bon, vous voyez, c'est intéressant parce que tout le monde savait ce que c'était qu'épistémé et techné. Mais phronésis, c'était l'éthique de l'action. Eh bien, moi, je ne sais pas où est passée l'éthique de l'action. Pourquoi est-ce qu'on ne l'enseigne pas? Et je pense que c'est absolument capital. Alors, il me semble que toutes ces interrogations soulèvent en filigrane la difficulté d'être enseignant aujourd'hui, notamment, et de la façon dont on peut apprendre à la fois dans la classe et hors la classe. Et alors, ça m'amène un tout petit peu à vous poser à tous la question de l'enseignement par la recherche, de l'éveil de la curiosité chez les élèves. Peut-être en commençant par vous, Roger-François Gauthier, et puis ce sera la dernière question avant de prendre les questions de la salle. Quelles compétences aujourd'hui peut-on imaginer développer pour la formation des enseignants notamment, pour pouvoir justement s'accommoder de ces savoirs qui peuvent être construits à la fois dans la classe et hors la classe? Alors, deux petits mots. Je crois que par rapport à tout ce qui vient d'être dit, il s'agit de voir comment nous pouvons créer les conditions de la créativité localement, hein, pour aller vers ce que disait François comme un programme. Je dois constater quand même que face à des traditions d'un certain nombre de systèmes éducatifs dans le monde, comme celui de ce pays, où les programmes nationaux sont l'alpha et l'oméga du référentiel de l'enseignant,
et finalement face auxquels je discute très souvent avec des enseignants de collège, de lycée, d'école primaire. Assez souvent, l'institution ne leur a pas donné les raisons des choix qui ont conduit à enseigner ceci plutôt que cela. Ce qui veut dire que, je vais très vite parce que c'est des questions qui sont complexes, mais qu'on est très souvent face à des professionnels qui ne sont pas en état de totale maîtrise de ce qu'ils ont à faire. Du coup, le programme est, comme on dit, sacralisé. Je suis obligé de dire qu'il y a quand même un nombre important et de plus en plus grand de situations éducatives dans le monde où on considère précisément, pour que les conditions de la créativité soient créées, qu'il faut qu'au niveau de l'établissement scolaire, au niveau des équipes d'enseignants, il y ait la maîtrise d'un certain nombre de choses touchant ce qu'on enseigne. C'est-à-dire que l'innovation, elle trouve son cadre explicite dans, alors c'est un mot du langage pédagogique international qui en France, alors les gardes-frontières, les mêmes ont dû jouer leur rôle, le mot de curriculum. Dans la plupart des pays du monde, vous avez des références nationales très fortes en disant voilà ce qu'on attend de l'école. Mais tout autant, vous avez l'idée qu'au niveau de chaque établissement scolaire, s'il s'agit de créer les conditions de la créativité, eh bien, il y a un curriculum d'établissement. En France, quand on dit ça, alors on porte atteinte à la République. On porte atteinte à la République. On met un point final à un système éducatif français national si on dit simplement ça. Alors, je dois dire que les pays en question, alors on peut penser à la Tchéquie, on peut penser à la Finlande, on peut penser à l'Angleterre. Bon, ce n'est pas du tout des pays, à l'Italie, qui ont renoncé à une signification nationale de l'éducation. Pas du tout. Ce sont des pays qui ont considéré en revanche qu'on ne pouvait construire les conditions d'un peu de respiration, de ce souffle nécessaire à faire ce dont on parlait tout à l'heure, que si on donne à ce qui se passe localement les coups des franches et une marge de manœuvre dans le cadre de référentiel national. Moi, ça me choque qu'on oppose la République à l'innovation, parce que pour moi, la République, ça reste encore le lieu principal de l'innovation politique. Et c'est quand même un petit peu gênant. Alors, sur les enseignants, très très vite, pour répondre à la question de Bénédicte Robert, bien évidemment, on ne va pas aller se dire qu'un enseignant de mathématiques, ça doit connaître les mathématiques, de ce genre de poncif. En revanche, je crois que si on met bout à bout ce qui est dit ce matin, on voit bien qu'on a besoin qu'il soit un philosophe, un épistémologue, un sociologue sans doute. On a trop dit au cours des dernières années qu'il devait être un fonctionnaire. Je suis un fonctionnaire, je ne veux pas aller nier les valeurs qui sont derrière ce mot, mais je crois qu'on a besoin que l'enseignant, ça soit un intellectuel, en pleine maîtrise de ce qu'il a enseigné et de la difficulté, de l'évolutivité de ce qu'il a enseigné dans le monde contemporain. Un philosophe, un épistémologue, un psychologue, un sociologue. Les maths, oui, toujours, hein, mais bon, voilà. Pour terminer, je dirais aussi quand même quelqu'un spécialiste d'évaluation. Hein, parce que là, il y a vraiment... On peut tout massacrer si on fait les meilleures choses dans l'enseignement, ici, on ne change rien à l'évaluation. Ce qui passe dans la plupart des pays africains, que tu connais comme je les connais. Hein. On a voulu modifier des choses dans ce qu'on enseigne, mais on a le certificat d'études primaires, on a l'examen en sixième, tel qu'on les a hérités de la colonisation. Donc, le professeur de nos voeux, qu'on appelle nos voeux, c'est aussi quelqu'un qui serait extrêmement formé en matière d'évaluation. Je ne parle pas seulement de la docimologie, je parle de toutes les questions posées autour d'évaluation. Et presque un prof qui, quand au conseil de classe, on envisagerait l'orientation d'un élève sur le calcul de sa moyenne générale, se lèverait et dirait, écoutez, tout ça, c'est pas sérieux, salut, je m'en vais. Voilà. Bien, sur ce, je vous propose de prendre vos questions. Alors, je crois qu'il y a des micros qui circulent. Il y a monsieur au milieu, monsieur, madame, pardon, excusez-moi. Allez-y. Michel Devriès, retraité. Je suis un petit peu interloqué par ce que vient dire monsieur Gauthier. Un enseignant doit être obligatoirement un intellectuel. Je ne comprends pas très bien qu'est-ce que ça veut dire si je ne sais pas au préalable ce qu'est un intellectuel, dans quel sens ça a été dit. Si c'est l'intellectuel
au sens de la fin du 19e siècle, c'est un homme d'action pour moi. Bien sûr, c'est un homme qui sait réfléchir, bien entendu. Alors, j'aimerais bien qu'on développe ça. Deuxième question pour notre ami Tadei, qui a dit, bon, bah, c'est pas en dormant qu'on trouve. Alors là, je voudrais raconter, Monsieur Haddad, fermez les oreilles. Bon, je crois que Monsieur Lyon, se remettant une médaille à Monsieur Haddad, a dit, ben oui, il travaille jamais, mais il dort sans arrêt. Alors, il travaille 5 minutes par an. C'est vous-même qui l'avez raconté, votre leçon inaugurale à l'ENPC. Alors j'aimerais que vous développiez la part du rêve dans la créativité, hein, qui rejoint tout à fait, si j'ai bien compris, le désir, la blessure qu'on a au cœur quand on est chercheur, qui vous fait dire « ça va pas » et vous donne un cauchemar la nuit, et le lendemain matin, ben, on se met au boulot, mais on gratte. Je vous propose qu'on prenne plusieurs questions à la fois et puis que les intervenants répondent. Alors, il y avait madame, et puis monsieur et madame, et je ne vais pas discriminer le côté droit. Rachel Cohen. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, monsieur Tadei, mais j'ai été très frappée quand on parle de connaissances, des contenus, des acquisitions de connaissances, et heureusement, le terme technologie nouvelle est arrivé. Parce qu'à partir du moment où tout individu, tout élève peut aller directement à toutes les sources d'information, ce n'est pas des contenus qu'il faut transmettre, mais des capacités, des aptitudes, aptitudes à la recherche, à la curiosité, aptitude à chercher des informations, à les analyser, à les critiquer, à les synthétiser, à créer d'autres utilités et à les communiquer ailleurs dans les médias, mais ailleurs plus loin. Donc, en d'autres termes, à partir du moment où le monde de l'éducation fait entrer la technologie dans ses limites, on change complètement de façon de voir les problèmes de l'éducation. Vous avez dit tout à l'heure que l'alpha et l'oméga étaient le programme. J'ai passé ma vie à développer la formation des adultes, y compris dans l'éducation nationale. C'est bien un domaine dans lequel, s'il y a des programmes, le programme n'est pas l'alpha et l'oméga. On a dit tout à l'heure, on a parlé de la résistance des enseignants. Je les connais, je l'ai connu. Alors, je voudrais poser une question. Comment pourrait-on faire pour que cette majorité d'enseignants qui ignorent et qui ne s'intéressent pas à la formation des adultes, qui est un moyen précisément de faire le devant, on dit la formation continue, si l'on veut, comment peut-on faire pour qu'il en soit ainsi, alors que je constate que finalement les instances qui ont été créées, comme les RETA, ont failli disparaître il y a un an sans que personne ne s'en occupe. Et qu'il a fallu créer une intersyndicale qui, au début, n'était pas favorable au genre d'activité pour défendre ce problème. Que pourrait-on faire ? Bonjour, moi je suis enseignante et je connais bien Monsieur Tadei. Et je voulais revenir sur la refondation. La refondation a mis au jour tout ce que vous êtes en train de dire. La nécessité d'innover, la nécessité de changer les moyens d'évaluer. Et alors, c'est plus une interpellation. On se rend compte aujourd'hui là, que la refondation est en train un petit peu de baisser les bras, de ne pas revenir à ce qu'on voulait faire, à changer ce système éducatif, à le faire évoluer. Comment est-ce qu'on peut, au travers de ce que vous dites, faire changer les choses ? Bonjour, Béatrice Tavangelbach. Je suis très étonnée,
enfin non pas tellement étonnée, mais évidemment déçue de ne pas avoir entendu une fois, à moins que j'ai mal écouté, le mot parent, le mot entreprise. On dirait, excusez-moi, ça va peut-être vous paraître un peu brutal, mais on dirait que vos réflexions, à part celle de M. Tadei, tournent continuellement en vase clos et qu'on dirait qu'il est difficile pour le monde de l'éducation d'intégrer les parents qui sont évidemment à la fois des parents, des apprenants, qui travaillent en entreprise, qui innovent, qui créent des bidules, etc. Voilà, je suis vraiment, j'en suis quasiment sans voix. Alors ça va compléter un petit peu, et je voudrais reprendre la réflexion de M. Haddad aussi concernant le temps long, et je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'aspect programme qui devrait s'étaler un peu plus et faire en sorte de donner de l'expérience. Alors j'ai pas entendu le mot expérientiel, expérimentation. Je pense que c'est un vrai sujet dans l'éducation de demain et qu'il faudrait peut-être sur un temps plus long permettre aux jeunes d'aller vivre des expériences ailleurs que derrière leur ordinateur ou derrière des pupitres comme celui-ci. D'une part, je suis chef d'entreprise aussi et quand je constate la pauvreté de l'expérience que peuvent avoir les jeunes diplômés qui rentrent dans les entreprises et où il faut recommencer quasiment tout avec eux, c'est-à-dire leur donner cette expérience justement. Je trouve qu'il y a un vrai décalage entre ce que l'éducation nationale propose, notamment aussi dans les... Alors je tiens à le dire aussi, je passe souvent dans des lycées pour faire des entretiens, des simulations d'entretien d'embauche. Et quand je vois la pauvreté de l'enseignement en ce qui concerne ne serait-ce que comment faire un CV et comment se vendre auprès des entrepreneurs, c'est catastrophique. Et j'invite régulièrement les professeurs à venir passer 2 jours dans l'entreprise, voir comment ça se passe réellement et à quoi les élèves demain seront confrontés. Aucun, bien évidemment, n'accepte de le faire. Voilà. Merci. On va peut-être prendre les questions quand même. Alors, je m'excuse, mais on va commencer une première phase de réponse. Simplement pour reprendre sur la question de la refondation de l'école qui a été évoquée, je pense que c'est très important d'avoir évoqué cette dimension-là du temps politique. Vous savez que l'école a connu un temps particulier depuis cet été, un temps de discussion sur son avenir, avec un projet de refondation de l'école. Et l'impression que j'en ai, moi en tout cas, c'est qu'on est dans le processus et que ce processus continue et va notamment se magnifier avec l'adoption d'une loi sur l'éducation. Vous savez que le système éducatif a rarement des grandes lois. En gros, tous les 5 ans, eh bien, on a là l'occasion de repenser et de refonder ce système éducatif. Et puis derrière, il y aura bien sûr toute la mise en œuvre, tout le processus de mise en œuvre de la loi. Donc, de mon point de vue, on est toujours dans ce processus fort de refondation de l'école. Je vais laisser la parole peut-être d'abord à François Tadei autour des quelques questions qui lui étaient directement destinées et puis peut-être d'autres. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est le plus important, c'est de poser des questions. C'est comme ça qu'on répond à l'interrogation de savoir comment le système va bouger. Je pense que c'est parce que tous les citoyens, tous les parents, tous les chefs d'entreprise, tous les éducateurs, quel que soit leur titre, s'ils questionnent, je pense que le système pourra bouger. Si la refondation pense qu'on signe quelque chose et qu'on sera bon jusqu'au XXIe siècle, je pense que ce sera forcément faux. D'accord ? Donc, on ne peut pas refonder quelque chose qui va être statique. Si on refonde un écosystème dans lequel on se remet en question régulièrement, dans lequel on peut rêver d'autres systèmes éducatifs, dans lequel on peut permettre à tous les acteurs, que ce soit les enfants, les enseignants, les parents, etc., de critiquer le système, de contribuer à sa progression, de synthétiser ce qui peut exister ici ou ailleurs pour proposer de nouvelles choses et les expérimenter, je pense qu'on aura fait des vrais progrès. Et donc, ce que j'aurais tendance à dire par rapport à ça, moi je viens du monde de la recherche biomédicale. Dans le monde de la recherche biomédicale, l'État d'une part, mais aussi les citoyens, sous forme de beaucoup d'associations, financent de la recherche biomédicale. Et le budget de la santé est, en l'occurrence, par rapport au budget de l'État, légèrement inférieur au budget de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur mis ensemble. On parle de 130 milliards, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Mais le budget de la recherche
dans le monde biomédical est de l'ordre du % par rapport aux dépenses de santé, le budget de la recherche dans le domaine de l'éducation, il est infinitésimal. D'accord ? Alors j'essaie de me demander pourquoi. Je pense que pendant longtemps, on a pensé soit que le système était parfait, soit qu'il était impossible de l'améliorer. Et donc, pour le coup, ça ne servait à rien de faire de la recherche sur le système, puisque de toutes les manières, on ne pouvait pas faire grand-chose pour l'améliorer. Je pense que beaucoup de gens dans la salle seront d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, il y a des marges de progression certaines. D'accord ? La question, c'est comment est-ce qu'on progresse dans cette dimension d'innovation, comment est-ce qu'on expérimente, comment est-ce qu'on valide ces expérimentations, comment est-ce qu'on intègre l'ensemble des acteurs de la société civile, de l'entreprise dans ce processus d'innovation et de recherche, parce que dans le domaine de la santé, évidemment, on implique tout le monde. Il y a des associations de patients, il y a évidemment des entreprises pharmaceutiques, des entreprises qui vendent du matériel, et des médecins, etc. Tout le monde est acteur des progrès en santé publique. Et c'est pour ça que la France a la 2e espérance de vie au monde, derrière les femmes japonaises. Donc, ça fonctionne. Il y a des difficultés, je veux dire, on le sait tous que même dans le domaine de la santé, il y a des difficultés. Mais dans le domaine de l'éducation, il n'y a pas cet apprentissage par la recherche à tous les niveaux. C'est-à-dire un apprentissage par la recherche, encore une fois, au niveau de l'enfant, au niveau de l'enseignant qui doit avoir appris à se former différemment, en se formant par la recherche, en se formant au questionnement. Parce que si un enseignant n'a que des cours magistraux dans un amphi, quand il va enseigner lui-même, il va enseigner de la même manière. Donc on a besoin de former les enseignants différemment, de les former aux nouvelles technologies, de les former à ce questionnement et à cette approche de la recherche, mais on a aussi besoin de former nos décideurs. Je veux dire, pourquoi est-ce que... on est dans un système où maintenant tous les enseignants vont avoir un master. On est dans un système hiérarchique basé sur la connaissance. Et bien dans un système comme ça, celui qui donne un ordre, je ne pense pas qu'il faille donner d'ordre comme ça, mais bon, celui qui est, disons, à un niveau hiérarchique supérieur, se devrait d'avoir un diplôme supérieur. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des inspecteurs, des décideurs de l'éducation, devraient avoir un doctorat. Parce que si, au lieu d'être sélectionnés sur l'agrég, qui permet d'empiler un certain nombre de connaissances, ils étaient sélectionnés sur leur capacité à avoir contribué à la recherche, et donc à avoir remis en cause quelque chose, eh bien, nécessairement, ils seraient plus à même d'aider les gens autour d'eux à avancer. Et puis tant qu'on continuera à les appeler inspecteurs, je pense que ça se passera mal. Si vous avez le choix entre votre inspecteur des impôts et votre conseiller fiscal, avec lequel des deux vous allez être honnête. D'accord ? Et vous allez dire que vous avez des difficultés. Bon, ben voilà, c'est très clair. Et donc, je pense qu'il y a des vrais problèmes par rapport à ça. Donc, on a besoin de repenser l'architecture du système, mais on a besoin de le repenser de manière dynamique. Et on a besoin d'inviter l'ensemble des acteurs du système à s'interroger, à se questionner, et on a aussi besoin de transparence. Est-ce que vous savez, par exemple, que la politique des ZEP, on dit qu'on donne plus de moyens en ZEP. C'est vrai en termes d'horaire, mais ça n'est pas vrai en termes budgétaires, parce qu'on envoie des jeunes enseignants qui ont des très faibles salaires, et donc on donne moins de moyens in fine aux établissements qui en ont le plus besoin. Et ça, la Cour des comptes a commencé à l'étudier, il a fallu une fuite dans le monde pour qu'on le sache. Autrement, on n'aurait pas pu le savoir. Donc on a besoin de transparence pour pouvoir questionner le système. Et on a besoin de tous s'impliquer dans l'activité de recherche et de tous demander à ce qu'il y ait des systèmes qui permettent de transformer nos écoles, l'ensemble du système éducatif en un système apprenant. Merci. Je vais me tourner vers Roger François Gauthier, peut-être sur la question sur l'esprit critique, les parents, l'entreprise, mais je vous laisse... Bon, très vite, parce qu'il y a beaucoup de choses et très peu de temps. Je crois que, question posée, refondation. Alors, je pars de là. On attend une loi. C'est effectivement important, une loi. Elle va avoir... on peut en attendre beaucoup en reprenant la question des 3 temps que tu empruntes à Braudel. Parce qu'évidemment, si on est intéressé uniquement par le très court terme, ce n'est pas la peine de faire une loi. La loi, elle est faite pour installer des choses sur le moyen et le long terme. On va voir, et vous n'en savez rien, moi non plus, ce dont elle est porteuse en termes de valeur sur l'école. C'est à partir du moment où dans une loi, il y aura des choses assez haut placées en termes de valeur qu'on saura après en tirer des choses. Moi j'ai regardé les grandes lois sur l'éducation d'un certain nombre de pays qu'on regarde avec une certaine admiration, parfois fondée, notamment les pays scandinaves. C'est tout à fait étonnant de voir
à quel point, alors ça peut sembler, à quel point on pose les questions en termes de valeurs. Une question toute bête, comme par exemple la mixité scolaire, bon, ce n'est pas une valeur, ça, c'est un mot presque journalistique. Cherchez dans le Code de l'éducation aujourd'hui où est-ce que ça existe. Ça n'existe pas. Bon, est-ce qu'on fera exister ce genre de choses ou pas? Deuxième élément, sur la question dont j'ai un peu parlé, sans doute un peu trop parlé, à savoir ce qu'on enseigne. Hein. Et là, il est évident que les questions posées parents, entreprises, sont des questions absolument capitales. On n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais la question, c'est bien de savoir, vous l'avez bien compris, si sur ce que l'école enseigne, la perspective d'innovation que nous souhaitons les uns et les autres va pouvoir être telle qu'on va créer sur ces questions des lieux de débat, de construction, où les points de vue, par exemple, ce que vous disiez, monsieur, sur les savoirs de l'économie, sur les savoirs, même certains savoirs pratiques, les savoirs pratiques, les life skills. En France, on croit qu'on dit un gros mot quand on parle de ça. Il va bien falloir qu'il y ait des lieux où on puisse en parler, ce genre de choses. Hein. Et donc, je crois que ça fait aussi partie de ce qu'on va ou pas trouver dans la loi. Bon, je me tais parce que je pense que... D'autres veulent parler. Bon, alors, justement, pour revenir sur la question des parents... je suis obligé de le rappeler, je me situe dans une autre perspective que la perspective franco-française. Et ne l'oublions pas, l'éducation est un problème qu'il faut appréhender au niveau mondial, au niveau du village planétaire qui est le nôtre. Et effectivement, les parents ont un rôle essentiel à jouer quand il y a des parents. Moi, je passe mon temps à aller dans des pays où la plupart des enfants n'ont plus de parents. Et là aussi, il faut penser l'éducation face à ces populations d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, ces enfants soldats, ces enfants déplacés, ces enfants orphelins qui ont été les victimes de guerres civiles. Et là aussi, il faut repenser l'éducation pour ces enfants qui n'ont pas de parents. Donc la notion de parent est fondamentale, bien sûr. Il est là, le parent est là pour accompagner et pour lui-même s'adapter à l'apprentissage de ses enfants et à découvrir à travers l'école. Mais dans une perspective mondiale et solidaire, ne l'oublions pas, il y a des millions d'enfants qui n'ont plus de parents. Et donc il faut que l'école, là aussi, sache les accueillir, les former et leur donner un avenir certain et un avenir radieux. Ça, ne l'oublions pas. Alors, l'entreprise, effectivement, et là, je vais terminer en vous disant, pour moi, les trois missions essentielles de l'éducation et de l'apprentissage. Là aussi, je reprends un thème qui va être peut-être le thème porteur du nouveau rapport mondial. Pourquoi apprend-on? Pourquoi veut-on savoir? On veut savoir pour agir. Savoir pour agir, c'est-à-dire agir en tant que citoyen responsable qui intervient dans toutes les questions du monde auquel nous appartenons, citoyen entrepreneur aussi, capable d'entreprendre, de développer des moyens essentiels pour l'enrichissement culturel, économique, etc., etc. Agir pour savoir, là aussi, il faut donner les moyens à tous nos apprenants d'avoir cette capacité à aller chercher le savoir. Et chercher le savoir, vous l'avez dit, Madame Cohen, là, c'est à travers les nouvelles technologies, mais faisons attention à la dépendance technologique. Moi, je vous inciterai à lire ce roman de Isaac Asimov qui parle de ces explorateurs de l'espace formés aux technologies, qui avaient appris les sciences, qui avaient appris à calculer des trajectoires, etc., mais qui s'en remettaient à leurs instruments technologiques, etc., et qui, au moment de retourner sur Terre, s'aperçoivent que leurs instruments tombent en panne. Et tout le roman va être la redécouverte des connaissances scientifiques. Ils en ont la possibilité parce qu'ils ont appris à connaître ces choses-là. Mais si nous avons aujourd'hui des générations entières de gens en dépendance totale de la technologie, on risque d'avoir de gros problèmes à gérer dans l'avenir. Donc, lutter contre la dépendance, développer l'autonomie, cette dimension critique, donc agir pour savoir, c'est-à-dire aller vers le savoir, mais aller vers un savoir critique, un savoir inter- et transdisciplinaire, et pas simplement uniquement disciplinaire. Et troisième point, et là je suis encore très unesquien dans mon approche, savoir agir ensemble. Je crois que c'est ça le défi de l'éducation aujourd'hui, c'est d'apprendre à agir ensemble, à partager, à être
un citoyen de ce monde qui partage cette intelligence collective, cette générosité collective. L'individu seul ne peut rien et il ne pourra certainement rien dans ce monde qui nous attend aujourd'hui. Donc voilà un peu les grands piliers de l'éducation. Je le répète parce que j'y crois totalement. Et c'est ça notre mission au niveau de l'éducation, que nous soyons parents, entrepreneurs, enseignants, etc. C'est de donner la capacité à chacun de savoir pour agir, d'agir pour savoir et de savoir agir ensemble. Je vous remercie. Alors je sais que malheureusement il existe encore d'autres questions auxquelles nous n'allons pas pouvoir répondre, mais c'est peut-être le signe d'un bon cours si je crois ce que vous avez dit précédemment, que c'était bien que l'on sorte avec plus de questions que de réponses. Et puis sur cette belle proposition que vous nous faites de savoir agir ensemble à partir de ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, ce qui veut dire évidemment pas forcément de rechercher un consensus mou, mais plutôt de discuter et d'agir ensemble. Il me reste à remercier les organisateurs de la Cité de la Réussite pour nous avoir permis d'avoir ce débat aujourd'hui, et puis à vous remercier tous pour votre attention, pour vos questions, et puis pour ce que vous allez faire par la suite. Merci. Je vais te donner ma carte. J'ai pas dit que je dormais.